Voilà, on va donc continuer notre découverte du magnétisme avec, ici, la formule de Biot et Savart. Alors, Biot et Savart étaient deux savants français qui ont été interpellés par l'article de Ørsted et qui ont voulu recommencer l'expérience d'Ørsted dans l'esprit des Lumières. C'est-à-dire qu'à l'image de Descartes et de Newton, ils ont procédé à des mesures expérimentales des forces magnétiques qu'on peut observer dans l'environnement de courant électrique. Et leurs mesures expérimentales leur ont servi à formuler cette force sous forme mathématique. C'est ça qu'on va donc découvrir dans cette séquence. Alors voilà, c'était surtout Jean-Baptiste Biot qui était aux commandes de ce travail scientifique. C'était un vieux routier du magnétisme et de l'électricité, on pourrait le dire, puisqu'il était assistant pendant quelques années de Coulomb. Alors voilà, il n'en était pas de même de Félix Savart, qui était quand même pas mal plus jeune que Jean-Baptiste Biot. Il était de formation médecin, c'est assez surprenant. C'est en fait Jean-Baptiste Biot qui l'a amené aux sciences, notamment avec cette expérience. Et ensuite, il s'est éloigné de l'électromagnétisme. Il a plutôt étudié la physique des fluides et l'acoustique. C'est d'ailleurs lui l'inventeur d'un violon trapézoïdal tel que celui-là, qui est assez connu dans le monde musical. Donc certains musiciens connaissent bien Savart pour cette raison. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. Donc comme je te le disais, Biot et Savart ont refait l'expérience d'Ørsted. Ils ont disposé pour ça, bien entendu, de la pile de Volta ici. Ils disposaient également d'une tige, une longue tige métallique comme ceci, qu'ils alimentaient en courant, bien sûr, en la reliant à la pile de Volta, ici, avec des câbles électriques. Ils disposaient, bien entendu, d'une aiguille magnétique pour mesurer les forces magnétiques dans l'environnement du courant qu'ils allaient créer ici. Tout simplement, en créant le contact ici, le courant apparaissait et l'aiguille se mettait donc dans une position imposée par les forces magnétiques qui apparaissaient autour, ici, dans l'environnement de ce courant. Alors voilà. Les forces magnétiques donc qui s'exercent, celle-ci donc sur le pôle nord, celle-ci sur le pôle sud, ce sont deux forces opposées. La direction de la force ici qui s'exerce sur le pôle nord indique la direction du champ magnétique, bien sûr, puisque rappelle-toi, le pôle nord est assimilé à une charge magnétique positive. Si je multiplie QM par B, j'obtiens la force tout simplement, comme QM est positif. Le champ magnétique a bien la même direction que la force qui s'exerce sur le pôle nord. Le pôle sud de l'aiguille ici, bien sûr, lui est associé à une charge magnétique négative, de même valeur absolue mais avec un signe moins. Quand je multiplie cette charge avec le champ B, j'obtiens bien entendu moins QM fois B, c'est-à-dire moins F. On a bien un système de deux forces opposées. Et donc voilà, l'aiguille va tout simplement s'aligner sur ces forces, bien sûr à condition que l'aiguille soit libre de bouger, comme elle le veut, c'est-à-dire en minimisant les frottements. Alors pour ça, Biot et Savart ont été très précautionneux, ils ont minimisé les frottements tout simplement en déposant ici cette aiguille magnétique sur la tige qui était taillée en pointe, comme le montre ici la loupe. Voilà, on voit ici une petite encoche conique comme ceci qui reçoit la pointe de cette tige ici, de façon à ce que l'aiguille puisse bouger comme elle le veut en l'absence de frottement, en tout cas en minimisant les frottements. Alors bien sûr, il fallait s'affranchir de la gravitation. Pour ça, le point d'application ici de l'aiguille correspond au centre de gravité de l'aiguille magnétique, de manière à ce que la gravitation ne travaille pas sur la position de cette aiguille. Je peux incliner l'aiguille comme ceci, elle restera dans cette position. La gravitation n'a pas d'impact sur sa position. Mais il fallait aussi bien sûr s'affranchir du champ magnétique terrestre, qui est toujours présent, bien entendu. Il ne faut pas oublier qu'une aiguille magnétique, c'est une aiguille de boussole. Donc forcément, cette aiguille allait s'orienter vers le nord géographique de la Terre à tout moment. Il fallait bien sûr s'affranchir de cet effet. Et pour ça, Biot et Savart disposaient d'une série d'aimants qu'ils disposaient donc de manière très précautionneuse, ici dans l'environnement de leur matériel expérimental, de manière à compenser le champ magnétique terrestre. Donc ils créaient avec ces aimants un champ inverse qui leur permettait, en l'absence de courant, d'arriver à un champ virtuellement nul. Dans ces conditions, l'aiguille de la boussole ici peut être placée dans toutes les positions. Elle y restera
tant qu'elle ne subit pas de force due au courant. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant, on va recréer le contact ici, on va mettre le courant en route, et à ce moment-là, ce qu'observait Biot et Savart, eh bien, c'est que l'aiguille adoptait une position horizontale, c'est-à-dire plus précisément perpendiculaire ici à la tige qui elle-même est parallèle au courant. Autrement dit, l'aiguille se mettait parallèle au courant, c'est ce qu'on va voir sur ce schéma-ci. Hein, c'est ce que je représente ici, la ligne pointillée qui est ici représente des lignes qui sont parallèles au courant, et donc on voit que les forces sont toutes les deux bien perpendiculaires au courant. Voilà. Ce n'est pas tout, hein. Ils observaient aussi que l'aiguille se mettait toujours bien face ici au courant, hein, c'est-à-dire en fait que l'aiguille se mettait dans un plan perpendiculaire au rayon ici qui est centré ici, qui vient de la tige tout simplement. C'est un rayon qui est tiré ici de la tige, et on a bien une perpendicularité entre ce rayon et la direction que prend l'aiguille, la direction que prennent les forces ici, sur les deux pôles de l'aiguille. Voilà, alors pour que ce soit clair, on va imaginer, on va mettre un petit bonhomme ici, avec ses deux pieds ici dans l'axe de l'aiguille. Si jamais tu te mettais à la place de ce petit bonhomme, eh bien tu verrais le courant droit devant toi. Comme ça c'est clair, on va dire que l'aiguille fait face au courant, c'est une manière d'exprimer les choses. Et ça, il l'observait, quelle que soit la position de l'aiguille. Voilà, on peut changer la position, je me mets là, l'aiguille spontanément tournée de façon à être perpendiculaire au rayon venant du courant. Même chose pour une autre position ici. Voilà, l'aiguille spontanément se met perpendiculairement au rayon venant ici du courant. Voilà, alors pour que ce soit tout à fait clair, je vais représenter ici l'image que verrait un petit observateur bien sympathique ici, hein, qui voit tout depuis le haut. Hein, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un courant qui vient vers lui, et il voit l'aiguille ici qui fait face à ce courant. Voilà ce qu'il verrait. Tu reconnais ici le symbole de la flèche qui sort du plan de ton écran. C'est comme ça que tu dois le voir. Tu dois voir ceci comme représentant un courant qui vient vers toi. Et on voit ici l'aiguille donc qui fait face comme ceci à ce courant. Hein, la perpendicularité au rayon, elle est bien là. Et ça, il l'observait, quelle que soit la position de l'aiguille. S'il mettait une aiguille ici, de nouveau, elle ferait face au courant, etc., etc. C'est vrai pour toute position. Voilà, et ceci, bien sûr, quelle que soit la distance à laquelle on se trouve du courant. Voilà, c'est intéressant. Hein, une configuration comme ça à plusieurs aiguilles qui forment des lignes, ça te fait certainement penser à quelque chose. Hein. Rappelle-toi, William Gilbert avait proposé cette approche. Il avait placé dans l'environnement de son aimant sphérique ici, rappelle-toi, il appelait ça une terrella, il plaçait les aiguilles en différents points et il avait constaté qu'elles formaient des lignes. C'est ce qu'il avait appelé les lignes de force magnétique, que je te montre ici, avec une direction qui est imposée par la direction du pôle nord de l'aiguille en tout point. Voilà. C'est ce qu'on appelle actuellement les lignes de champ magnétique. Ok, alors on peut faire le même exercice ici. Que ce qu'on constate? On constate des lignes de champ circulaires orientées ici. Tu vois que tous les nord sont tournés dans la même direction. Des lignes de champ magnétique circulaires orientées dans la direction des petites flèches qui sont là. Et ça, eh bien, ça surprend drôlement notre petit observateur. Alors, est-ce que toi aussi tu es surpris? Je te laisse quelques secondes ici pour comparer cette configuration de champ à cette configuration de champ à laquelle on est plutôt habitué. Qu'est-ce que tu constates comme différence? Voilà, c'est assez clair. Ici, on se rappelle que les lignes de champ, elles se regroupent au pôle. Je vois ici le pôle sud qui est un regroupement de lignes de champ, le pôle nord, d'où sortent les lignes de champ. Les lignes de champ ont un début et une fin. Ici, tout ça est fini. Les lignes de champ ne se regroupent plus, elles n'ont ni début ni fin, elles sont tout simplement des courbes fermées sur elles-mêmes, comme ceci, des cercles en l'occurrence. Voilà, c'est fondamentalement différent. La notion de pôle a disparu. Ça, c'est quelque chose de très surprenant, si on pense à la représentation de Coulomb. Coulomb venait de formuler la loi ici du champ magnétique qui montre un champ magnétique radial. Un champ magnétique radial qui émane de la charge magnétique qui est elle-même responsable du champ magnétique QM ici, est la source de ce champ magnétique.
Voilà, on a des lignes de champ circulaires, et alors que Coulomb proposait plutôt des lignes de champ radiales. Voilà, c'est fondamentalement différent. Coulomb avait proposé ceci bien sûr comme une supposition, puisqu'on n'arrivait pas à isoler de pôle magnétique. Donc voilà, il avait fait cette supposition tout simplement en faisant un parallèle avec ce qu'il avait observé pour le champ électrique. Voilà, on a un champ qui est très différent, et cette différence est notable, tu vas le comprendre maintenant, parce que si je place un monopôle magnétique ici, je vois que la force qui subit, c'est la force ici, tangentielle à la ligne de champ, forcément, par définition. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que si je relie ce petit monopôle magnétique, cette charge magnétique positive, si je la relie ici à un petit bras de levier qui lui-même peut tourner ici autour de l'axe du courant, il va être emporté tout simplement dans un mouvement qui va fournir un travail infini, comme tu vas le voir. Avant de le montrer, je vais bien t'expliquer ici ce que je suis en train de faire. J'ai un petit manchon ici qui peut tourner autour de la tige qui véhicule le courant. J'ai ici un petit bras de levier au bout duquel je mets le pôle nord, la charge magnétique positive. J'ai l'aiguille de la boussole ici qui m'indique la force que cette charge magnétique va subir. Et je vois donc que si c'est libre de tourner ici, la charge magnétique va se mettre à faire des tours. Des tours et des tours, avec une force qui ne s'arrêtera pas de travailler, d'accélérer la charge magnétique. On sait bien qu'une force ici en déplacement occasionne un travail. Ce travail se transforme en énergie cinétique. Comme la force est constante, on a une énergie cinétique qui semble augmenter jusqu'à l'infini. Autrement dit, on arrive à créer de l'énergie ici à partir de rien. Juste l'existence d'une charge dans ce champ, sur un petit tourniquet comme ceci, permet d'accumuler de l'énergie a priori infinie. Voilà, c'est une grande surprise, bien sûr. C'est ça la raison de la surprise de notre observateur ici. Voilà, alors, bien sûr, pour le champ électrique, la situation n'était pas comme ça, rappelle-toi. Je pourrais mettre ici le petit tourniquet que je te propose ici, je pourrais le mettre autour de la charge. Qu'est-ce que je vois? Je sais que le champ est radial, donc la force aussi, elle est radiale forcément. Et donc je vois que la charge, elle est tirée par là, il n'y a rien qui va tourner, bien sûr. Alors tu vas me dire, oui, le petit tourniquet ici, je pourrais le placer ici, à cet endroit-là, par exemple, et là on voit que la charge subirait une force qui va la faire tourner. Bien sûr, elle va se mettre à tourner, mais tu verras qu'elle s'arrêtera vite, et tu auras certainement compris pourquoi. Parce qu'en revenant ici, la charge doit contrer ici la force indiquée par le champ ici. La force, c'est exactement la même que celle-là, donc ici cette force accélère la charge, mais à partir de là, la charge est décélérée par la même force qu'elle a subie là. Donc voilà, tout le travail accumulé ici pour augmenter l'énergie cinétique va être reperdu ici, toute l'énergie cinétique va être retransformée en travail pour arriver à zéro. C'est assez clair, le champ électrique est conservatif. Cette accumulation d'énergie qu'on a observée ici, on ne l'a que pour le champ magnétique. Le champ électrique est conservatif, le champ magnétique est non conservatif. Et ça, c'est clair que c'est une surprise. C'est assez étonnant. Voilà, pour te convaincre de la surprise, pour te convaincre du caractère étonnant de ce champ magnétique, je te propose une deuxième expérience de la pensée ici. Imagine que autour du courant, ici, tu viens mettre un rotor, donc tu imagines que le courant continue à passer au travers de ce rotor de ventilateur. Sur chacune des pales de ce ventilateur, tu places un pôle nord magnétique qui va subir, bien sûr, le champ magnétique qui est là, c'est-à-dire des forces magnétiques qui vont toutes dans le même sens et qui vont donc accélérer progressivement ce rotor. Et s'il n'y a pas de frottement, les choses vont devenir vite incontrôlables, comme tu vas le voir. Voilà. Il y a le frottement de l'air, bien sûr, qui occasionne cette petite tempête. Voilà, j'espère que ça te convainc du caractère surprenant de cette configuration de champ magnétique. Voilà. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est de représenter ces lignes de champ à 3 dimensions. Voilà comment elles apparaissent. Je les ai représentées ici seulement pour un rayon, le plus grand des 3 rayons ici, donc la plus grande courbure, le plus grand rayon de courbure que j'ai là.
est représenté ici, et je représente la ligne de champ ici à plusieurs hauteurs, et on voit qu'ensemble, comme ceci, ben, elles forment une espèce de cylindre. Hein. On dira que le champ magnétique a une symétrie cylindrique. Alors ça, ben, ça veut dire quelque chose d'assez précis en fait. Hein. Quand on parle de symétrie du champ, il faut bien le comprendre de la manière suivante. Quand on dit symétrie cylindrique, ça veut dire que si je prends un cylindre centré sur le courant, je peux considérer tous les points de la surface de ce cylindre comme équivalents du point de vue du champ magnétique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends des points tout à fait quelconques à la surface de ce cylindre, eh bien je ne pourrai pas les différencier fondamentalement. Ils subiront tous le même champ. Le champ sera, en ces 3 points, sera tangent à la surface du cylindre, et le module ici sera le même à chaque fois. Et pourquoi? Tout simplement parce que ça reflète la symétrie de la source de champ magnétique elle-même. La source de champ magnétique ici, c'est cette tige, et cette tige, c'est un cylindre. Et un cylindre, c'est quelque chose qui ne change pas hein, quand je vais modifier la hauteur de ce cylindre. Pour ce point-ci, par exemple, que le cylindre soit là ou 3 cm plus haut, on s'imagine bien que ça ne va pas changer la valeur du champ magnétique généré par ce courant. Donc voilà, si je ne change pas de valeur de champ magnétique en me baladant verticalement comme ça, c'est tout simplement parce que la source de champ magnétique est invariante par un déplacement vertical vers le haut ou vers le bas. Même chose pour le déplacement horizontal. Quand je me déplace horizontalement ici, je viens changer l'angle avec lequel je regarde le courant. Mais ça, en quoi est-ce que ça peut changer quelque chose? Changer l'angle comme ceci reviendrait à tourner la tige ici du même angle, et bien sûr on ne s'attend pas à ce que ça provoque une modification du champ magnétique, puisque la tige est identique à elle-même, hein, elle est invariante par rotation et elle est invariante par translation. Il est donc tout à fait normal que le champ magnétique reflète cette symétrie qu'on va appeler donc symétrie cylindrique. Avec le champ électrique, on avait déjà rencontré hein, cette notion de symétrie, hein, le champ électrique d'une charge Q ici, d'une charge électrique, est un champ qui présente une symétrie sphérique. Effectivement, la charge Q ici peut être une petite charge sphérique, et si je bouge la sphère dans tous les sens ici, on ne s'attend pas à ce que ça modifie, bien sûr, le champ qu'elle rayonne dans l'espace. Hein, c'est pourquoi le champ ne dépend que de la distance r à laquelle on se trouve. Hein, ça veut dire que tous les points de la surface ici, sphérique de rayon R, sont équivalents du point de vue du champ électrique. Le champ électrique aura partout le même module qui sera donné par ceci. R va fixer ce module. Je suis bien à la même distance R partout. Et en tout point, le champ est radial. Tous les points sont équivalents du point de vue du champ électrique. Voilà. Alors, ceci est intéressant. On peut faire le parallèle entre la situation qu'on a là et ici. Ici, on voit que le champ est proportionnel à la charge électrique qui est responsable de ce champ. Hein. Le champ ici est dû à la charge Q qui est là. Voilà. Ici, le champ B, il est dû au courant, donc on s'attend bien à ce que ce champ B soit fonction du courant, tout comme le champ électrique est fonction de la charge qui le génère. Et ici, on a la distance, tout comme ici, on a une dépendance à la distance, on s'attend aussi à ce que B soit dépendant de cette distance. Et donc voilà. On s'attend à ce que le champ magnétique soit fonction de l'intensité de sa source, hein, le courant électrique ici génère du champ magnétique. On s'attend donc à l'avoir ici, exactement comme on a Q ici, qui apparaît dans l'expression du champ électrique. Et de même pour la distance. Hein, la distance à laquelle on se trouve de la source de champ, probablement, c'est à ça qu'il faut s'attendre à intervenir hein, dans l'expression du champ magnétique, exactement comme R apparaît ici dans l'expression du champ électrique. Voilà, c'est à ça qu'il faut s'attendre, et donc la question c'est, quelle est cette fonction? Et c'est bien à cette question-là que Biot et Savart se sont attelés. Ok, alors comment est-ce qu'ils ont investigué ça? L'idéal, c'est bien sûr de disposer d'une charge magnétique. Une charge magnétique, s'il existe un champ magnétique, va subir une force magnétique. Hein, voilà cette force magnétique. Si je peux mesurer cette force à une certaine distance R pour un certain courant I, voilà, je vais obtenir cette force F. Par définition du champ, je sais que cette force, c'est la charge fois le champ.
Et donc, je peux forcément dire, en divisant à gauche et à droite par la charge, que le champ, c'est tout simplement la force que je mesure sur la charge divisée par la charge elle-même. C'est un petit peu toujours la même chose, on a déjà vu ça bien sûr avec le champ électrique. Donc voilà, ça c'est le principe du champ. Je voudrais vraiment insister là-dessus pour que ce soit clair pour toi. Quel est l'intérêt du champ magnétique? Pourquoi est-ce que Biot et Savart se sont intéressés à ça? Parce que, une fois qu'on connaît le champ, pour une certaine distance, ou pour toute distance, je pourrais dire, ou pour tout courant, ça veut dire que maintenant, je pourrais prédire les forces qui vont apparaître sur les systèmes magnétiques. Par exemple, si je connais le champ que j'ai en ce point-là, une certaine distance R pour un courant I, eh bien, si je place ici une charge magnétique que je connais, eh bien, je pourrai en connaître la force. Je suis capable d'anticiper, de prédire les forces que j'aurai ici sur les systèmes de charge magnétique. Et ça, c'est pratique, c'est ce qui permet donc de prédire le comportement de notre monde matériel. C'était bien ça que visaient Biot et Savart. Voilà. Alors, voilà, je mets ici Biot et Savart. Ils cherchaient donc à obtenir la formule de ce champ électrique, de ce champ magnétique, pardon. Alors, pour ça, il devrait disposer d'un monopôle magnétique, comme ça il mesure la force, et il divise la force par la charge pour avoir le champ. Ok, mais voilà, c'était pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que les charges magnétiques n'existent pas toutes seules. Le monopôle magnétique n'a jamais été observé. Encore à l'heure actuelle, il y a des scientifiques qui le recherchent. Mais voilà, on ne l'a pas encore, donc on ne peut pas faire cette expérience, et certainement pas au XIXe siècle, dans les conditions qu'avaient Biot et Savart. Voilà, tout ce qu'ils avaient, c'est des aiguilles de boussole, une petite aiguille magnétique qui comporte deux pôles, un pôle magnétique positif et un pôle magnétique négatif, qui engendre cette force opposée. Et donc, ils avaient bien un objet pour mesurer des forces, mais c'est pas évident, parce que la force totale qui s'exerce sur cet objet, elle est tout simplement nulle. Comment mesurer F si la force totale sur l'objet est nulle? Donc pour répondre à cette question, en fait, Biot s'est inspiré de ce qu'il a appris avec Coulomb. Coulomb, qui a été confronté à ce genre de choses, avait développé une technique de mesure indirecte qui était basée en fait sur la théorie de Newton. Alors je ne vais pas du tout rentrer dans les détails ici. Là, je vais juste te dire que voilà, Newton a permis de résoudre le problème suivant. Tu es d'accord que si la tige est tirée par deux forces opposées, quand je vais l'éloigner de sa position d'équilibre, elle va avoir envie d'y revenir. Mais si l'aiguille peut tourner librement autour de son axe, elle ne va pas y revenir simplement, elle va se mettre à osciller. Tu peux bien imaginer ça. Donc voilà, on va relâcher ici l'aiguille et elle va se mettre à osciller. Et ce que montre la théorie de la mécanique de Newton, c'est que cette oscillation d'abord est due à la force, et cette oscillation est d'autant plus rapide que la force est importante ici sur le pôle nord et le pôle sud. Alors voilà, ce qu'indique la théorie, en fait, plus précisément, c'est que la force est proportionnelle à la fréquence d'oscillation au carré. Voilà, donc Biot et Savart observaient cette fréquence et ça leur donnait une idée de la façon dont la force variait en fonction de la distance à laquelle il se trouvait ici du courant. Voilà, donc même s'ils n'arrivaient pas à mesurer la force elle-même, ils n'avaient pas la force en Newton, ils avaient juste cette idée de proportionnalité à la fréquence d'oscillation au carré. Ok, donc avec cette connaissance-là, eh bien, voilà, ils mesuraient à une certaine distance R, on va appeler ça les conditions initiales, à une certaine distance R, ils observent une certaine fréquence. Ok, donc voilà, ils savent que la fréquence, d'après la théorie de Newton, donne la force. Quand on la met au carré, on a simplement une proportionnalité. Très bien. Maintenant, ils divisaient par exemple la distance par 2, je suis en R' ici, je suis 2 fois plus près du courant qu'initialement. Et qu'est-ce qu'ils observent? Ils observent une fréquence plus élevée, comme tu peux voir. Plus élevée exactement d'un facteur racine de 2.
Et donc ce facteur leur indiquait de combien la force augmentait. Hein, si je mets le f' au carré ici, pour avoir la nouvelle force qu'ils auront, ben tu vois que racine de 2 va apparaître au carré. Ils doublent la force, tout simplement. Cette information aussi leur permettait de dire que quand on se rapproche du courant, d'un facteur 2, hein, donc quand on est 2 fois plus près du courant, eh bien la force est tout simplement doublée par rapport à ce qu'on avait initialement. Donc même sans mesurer la force, hein, ils ne la mesuraient pas, ils ne savaient pas combien c'était la force ici qui s'exerce sur le pôle nord, ils ne la connaissent pas, ils n'arrivent pas à la chiffrer en newton, hein, par exemple, ils arrivent juste à voir qu'il y a un facteur 2 entre ces deux situations. Quand on se rapproche du courant, eh bien la fréquence augmente. Si on se rapproche ici à la moitié de la distance, la force est augmentée d'un facteur 2. Et inversement, hein, quand on s'éloigne, cette fois-ci par rapport à la condition initiale d'un facteur 2, on est 2 fois plus loin maintenant du courant que initialement, eh bien ils observaient la fréquence plus basse par rapport à la situation qu'on a ici, elle est plus basse d'un facteur 1 sur racine de 2. Et 1 sur racine de 2 au carré, ben forcément, ça donne 1,5. Et donc, ils savaient qu'ici, la force était 2 fois plus faible qu'initialement. Voilà, quand on double la distance, la force est 2 fois plus faible. Quand je divise la distance par 2, la force est 2 fois plus forte. Tu l'as compris. Hein, ils ont comme ça constaté une loi en inverse de la distance à laquelle on se trouve du courant. Ils savent que la force magnétique qui s'exerce sur le pôle nord de cette aiguille est inversement proportionnelle à la distance à laquelle on se trouve. Voilà une partie de la formule de Biot et Savart qui apparaît donc ici. La force est proportionnelle à 1 sur R, est inversement proportionnelle à la distance à laquelle on se trouve du courant. Voilà, ça c'était pour la distance. Ils ont fait la même chose pour le courant lui-même. Hein, donc voilà, on va remettre ici une condition initiale. Ils sont à une certaine distance, ils bloquent maintenant cette distance et ils vont faire varier le courant. Alors ça peut être très simple, j'invente ici, on va par exemple imaginer qu'ils doublent ici la tige conductrice, ils mettent exactement la même pile de volta avec exactement la même tige, ils savent qu'ils ont le double du courant. Ils ont donc un facteur 2 ici qui va apparaître. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils constatent? Ils constatent que la fréquence d'oscillation est multipliée par racine de 2. Ce qui veut dire que la force est tout simplement 2 fois plus grande. Elle est 2 fois plus grande quand le courant est 2 fois plus grand. C'est très simple, et tu as compris, hein, si on triple le courant, on a une fréquence qui est augmentée d'un facteur racine de 3, qui veut dire que la force est augmentée du même facteur 3. C'est tout simple, ils ont découvert là la loi de proportionnalité de la force magnétique en le courant. La force est proportionnelle au courant, je remplace donc le 1 ici par le courant qui engendre la force magnétique. Voilà, ceci c'est une loi de force. Alors si c'est le champ magnétique qui nous intéresse, il suffit de considérer le lien qu'on a entre la force et le champ. Hein, je reprends pour ça le schéma ici. Hein, ceci représente le pôle nord de l'aiguille qui était en train d'osciller. Elle subit une force proportionnelle au courant et inversement proportionnelle à la distance. Et puisque le champ est proportionnel à la force, par définition, on a juste le facteur de proportionnalité là, qui est la charge elle-même. On n'a pas besoin de la connaître. Si la force est proportionnelle au courant et inversement proportionnelle à la distance, il en sera de même du champ magnétique. Voilà, je peux l'écrire tout de suite. Et ça, c'est une petite formule qu'il est intéressant de mettre en parallèle avec la loi de Coulomb elle-même pour le champ électrique. Coulomb avait montré le même genre de choses. Il avait montré que le champ électrique est proportionnel à la charge électrique, qui est la source de champ électrique. Hein, voilà, et inversement proportionnel à la distance à laquelle on se trouve de cette source. Ok, au carré de la distance à laquelle on se trouve de cette source. Ici, c'est plus le carré, c'est la distance, pourquoi pas. Ici, le courant remplace la charge. Hein, c'est le courant qui génère le champ magnétique. On retrouve donc cette idée que ici, le champ est proportionnel à sa source. On pourrait dire, c'est la même chose. Ici, le champ est proportionnel à sa source. Voilà, la proportionnalité ici est écrite avec une constante, la constante de force électrique. Voilà, je pourrais très bien écrire cette loi aussi avec une constante qu'on pourrait appeler la constante de force magnétique, pourquoi pas. Et ceci, c'est ce qui constitue la formule de Biot et Savart.
Alors Biot et Savart n'ont pas mesuré cette constante de force magnétique ici, on verra ça, c'est Ampère qui a permis, et les scientifiques qui ont suivi, qui ont permis de mesurer ça. Mais voilà, ils ont néanmoins une loi ici de comportement du champ magnétique généré par un courant. Le champ magnétique est proportionnel au courant et inversement proportionnel à la distance à laquelle on se trouve de ce courant. C'est la formule de Biot et Savart, qu'on peut donc comparer à la loi de Coulomb. Ben, la loi de Coulomb, on sait bien qu'elle est vectorielle. Hein. Le champ, c'est un champ de force, hein, donc c'est un vecteur. Donc voilà, ici on sait bien que le champ est radial, vecteur unitaire, dans la direction du rayon qui émane ici de la source. Ici c'est plus compliqué, puisqu'on sait que le champ magnétique est perpendiculaire à ce rayon précisément. Et donc ça, on va l'écrire ici avec un 1 perpendiculaire. C'est une manière de l'écrire, on verra comment on solutionne ceci plus proprement avec les travaux d'Ampère, on verra comment écrire ce vecteur unitaire. Pour le moment, prenons-le comme ça, hein, le vecteur 1 perpendiculaire. Alors c'est 2 fois perpendiculaire, hein, c'est perpendiculaire au rayon ici, on l'a vu, mais aussi perpendiculaire au courant. Hein, le courant qui sort du plan de ton écran veut dire ici, ça veut tout simplement dire que le champ magnétique appartient au plan de ton écran. Donc c'est perpendiculaire à la fois au courant et à la fois au rayon qui émane du courant. Voilà. Donc voilà, ceci on peut considérer ça comme la formule de Biot et Savart sous sa forme vectorielle. Voilà. Alors, de nouveau, hein, qu'est-ce qu'elle exprime? Elle semble exprimer que le champ magnétique est dû au courant. Tout comme le champ électrique ici est dû à des charges électriques. Ok? Et ça, c'est quelque chose d'assez surprenant. Pourquoi? Parce que Coulomb lui-même avait fait une proposition. Hein, on a un grand point d'interrogation qui s'ouvre ici. Pourquoi? Parce que Coulomb, comme je le dis, avait fait cette proposition que le champ magnétique était dû à des charges magnétiques et qu'il était radial pour une charge magnétique donnée. Le champ obéissait ici à cette formule identique à celle du champ électrique, avec une constante différente bien sûr et une charge magnétique plutôt qu'une charge électrique. Mais voilà, on a quelque chose qui entre tout à fait en contradiction. Le travail de Biot et Savart semble montrer que c'est le courant qui est générateur de champs magnétiques, alors que Coulomb avait dit que c'est la charge magnétique qui est générateur de champs magnétiques. Voilà, une question ici s'ouvre. On va aborder cette question dans la séquence suivante, hein, avec Ampère, hein, qui a travaillé sur le lien entre courant électrique et champ magnétique. Voilà, tu verras que ce sera assez passionnant, hein, c'est ici que cette séquence se termine. Hein, je te dis donc merci pour ton attention et à très bientôt, hein, pour découvrir les travaux d'Ampère. Je le répète, tu verras, ce sera très passionnant.